Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre programme l'ASPAD Séminaire. C'est un immense plaisir de poursuivre avec vous le cycle de séminaires portant sur le thème général et ses critiques sur l'ordre du discours juridique en Afrique noire francophone. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit cet après-midi, qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements à l'institution grâce à laquelle cette session a lieu. Je veux nommer le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, le LASPAD. Laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, le LASPAD impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. C'est dire qu'il accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les différentes et riches discussions qu'il organise donc dans le cadre de ces cycles de séminaires répondent à ce double objectif en faisant d'abord office de vitrine pour les travaux de recherche des doctorants et par ailleurs en permettant, par le truchement de ces canaux de communication, un accès effectif de ces travaux à un large public. Je ne saurais clore cette parenthèse de remerciements sans y associer le laboratoire de recherche auquel je suis affilié, le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, Guy Adjetikwa Sigan, le LERCDA de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nouvellement créé, le LERCDA se donne pour ambition de promouvoir en Afrique une science du droit se voulant non seulement plus sensible à l'apport des autres disciplines de sciences sociales, mais aussi et surtout de penser une science du droit soucieuse des réalités socio-anthropologiques, c'est-à-dire de réécrire le droit africain à partir de l'Afrique. Grâce aux efforts combinés de ces deux laboratoires, mes collègues et moi sommes aujourd'hui ravis de partager avec vous les modestes fruits de nos recherches avec la contribution précieuse de l'intervenante de ce jour. Qu'ils en soient infiniment remerciés. Cela dit, qu'il me soit permis de me présenter, je me nomme Adama Kamara Tchoubou et j'aurai l'insigne honneur de modérer la séance de ce jour. Doctorant en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je prépare présentement une thèse de doctorat en droit civil dont le sujet de recherche est le suivant. Essai sur l'ordre discursif du droit civil en Afrique noire francophone. Une thématique qui cherche à questionner le dispositif discursif du savoir juridique en Afrique noire francophone dans ses conditions de possibilité. Messieurs et dames, l'institution familiale en Afrique, dans sa conceptualisation, a historiquement attiré la convoitise d'une pluralité de discours. Installée au cœur d'une créolité civilisationnelle, conséquence du phénomène colonial, elle se révèle comme réceptacle d'un système de projection exogène, perturbant ainsi le monopole de l'approche négro-africaine dans la définition de son identité. Étant longuement le souffle-douleur d'une série violente de conquêtes de dépossessions arabes et occidentales, l'Afrique s'est retrouvée concurrencée dans le montage de ses institutions familiales par les civilisations arabo-musulmanes et judéo-chrétiennes. La famille africaine, qui se fondait originellement sur un substrat profondément communautariste, matérialisé par la réunion de tous ses membres autour d'un ancêtre commun, se trouva à cet effet perturbé dans son essence par une approche atomiste. Des individus dépend donc l'existence de la famille et le mariage revendique le seul canal pouvant mener à sa création. Par cette subordination de la naissance de la famille au mariage, la civilisation arabo-musulmane tend la main à celle occidentale en s'écartant avec elle de l'idéal de famille traditionnelle africaine. À cet environnement mosaïque et syncrétique en termes de culture, se sont heurtés les mouvements de codification de la législation familiale intervenus dans les premières décennies des indépendances qui, face au pluralisme des ressources civilisationnelles qui s'offraient à eux, étaient invités à un choix. Quel enseignement tirer de cet état de fait? Comment devrait-on considérer ce syncrétisme civilisationnel? Est-il une richesse ou une fatalité pour la famille africaine? La famille étant considérée comme un espace de non-droit, sa caractérisation devrait-elle relever exclusivement d'une délibération juridique, au grand dépit des autres disciplines de sciences sociales? Le présent séminaire portant sur la thématique suivante, la famille africaine au carrefour des civilisations, provoque l'occasion de réfléchir sur toutes ces problématiques. Et comme intervenant, nous avons l'honneur d'accueillir une dame d'une intellectualité très inspirante, Madame Ndeye Koumba Madeleine Ndiaye. Bonjour Madame Ndeye Koumba Madeleine. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre programme l'ASPAD Séminaire. Madame Ndeye Koumba Madeleine Ndiaye est professeure assimilée, enseignante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et également membre permanent du laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique. Elle est civiliste et ses réflexions portent particulièrement sur le droit judiciaire privé et le droit des personnes et de la famille. Elle est connue pour ses réflexions très pénétrantes sur cette dernière notion, à savoir la famille, et les institutions qu'elle regorge, notamment le mariage et la civilisation.
Sans plus tarder, professeur, je vais vous donner la parole, mais avant, permettez-moi de repréciser brièvement l'organigramme de cette session. Elle doit durer 1h30 et vous avez 45 minutes de communication. C'est après ce temps de parole que nous allons ouvrir les discussions en permettant à ceux et celles qui souhaiteraient contribuer aux échanges de pouvoir le faire. La parole est à vous, cher professeur. Je vous remercie, Monsieur Thioub. Avant de commencer donc, à développer sur le thème, permettez-moi de remercier les laboratoires, l'ASPAD, l'ERCDA pour cet accueil, bien sûr, ainsi que les doctorants. Et donc de me permettre de me prononcer sur ce thème qui certainement interpelle tout le monde et sur lequel chacun pourrait avoir donc son mot à dire. Ce thème, la famille africaine au carrefour des civilisations. Alors, il faudrait dire d'emblée que l'ampleur du bouleversement de l'ordre familial africain est mieux appréciée si on l'étudie parallèlement aux règles sociales actuelles et particulièrement aux règles juridiques. Donc, l'objectif de cette présentation est de partager un point de vue sur la désagrégation des systèmes familiaux et matrimoniaux africains dû au contact de notre société avec l'étranger. Donc nous allons préciser particulièrement quel est l'ordre étranger ou bien quels sont les ordres étrangers qui ont particulièrement bouleversé les systèmes familiaux africains. Et donc en Afrique, ça je pense que c'est une idée reçue. Le modèle familial connu est la famille élargie avant la réception des systèmes familiaux étrangers. Et cette famille africaine, négro-africaine précisément, a été définie par une voie autorisée comme l'ensemble des personnes issues d'un ancêtre vivant, commun, rassemblées en un même lieu, généralement la concession, soumises au même chef, le plus âgé de la génération aînée, le père, l'oncle utérin, responsable de la vie économique, il est gestionnaire des biens collectifs, de l'équilibre politique, il détient l'autorité et règle les conflits, du culte voué aux puissances ayant une certaine relation avec la terre ou aux mânes ancestraux dont il est prêtre. C'est ça la conception donc de la famille africaine et je pense que l'on se retrouve dans cette définition-là. Et cette notion de famille traditionnelle pouvait encore être beaucoup plus complexe car prenant en compte le système de parenté. Ainsi, la parenté qui détermine la famille pouvait avoir une physionomie différente. En effet, selon le système patrilinéaire, la parenté s'interprète en ligne masculine. Donc, les femmes demeurant dans une certaine mesure étrangères à cette ligne. Concrètement, le descendant par la femme était naturellement exclu de la famille de sa mère parce qu'il appartenait à celle de son père. Tout au contraire, le système matrilinéaire est un système de parenté par les femmes. Donc, la famille d'appartenance d'une personne est celle de sa mère. En pratique, donc l'oncle maternel, il y a plus de droits que le père sur l'enfant. Mais bon, ça c'est contesté, c'est discuté. Et là, on pourra y revenir tout à l'heure. Quant à la parenté par alliance, elle assurait le trait d'union entre deux familles. C'est d'ailleurs ce qui favorisait les unions endogamiques chez plusieurs peuples, car l'idée était de renforcer les liens familiaux et d'en assurer la pérennité et la prospérité. Et donc ce type de famille a longtemps prévalu avant sa désagrégation, se réduisant en une famille conjugale qui s'est imposée. Parce que dans un état de droit, c'est le droit qui fait foi, qui s'est imposé parce que c'est cette famille conjugale qui a été adoptée par le législateur sénégalais. Donc le mariage est libéré de la tutelle familiale parce que justement le mariage était une affaire de famille, contrairement à nos jours où le mariage résulte d'un accord entre les conjoints. Donc le mariage est libéré de la tutelle familiale pour devenir un accord de volonté des époux. Cependant, l'avènement de la famille conjugale n'a pas exclu certaines solidarités. Le législateur sénégalais bien sûr a prévu des obligations alimentaires
entre une personne et ses ascendants et ses collatéraux au deuxième degré, dans le cas où ces derniers seraient dans le besoin. Bien que ce soit la législation française qui est prise en référence, justement cette obligation alimentaire entre frères et sœurs n'a pas été consacrée en droit français. Donc, si le phénomène de l'extension du cercle familial dans les temps modernes donc n'est plus de rigueur, l'on assiste par contre, si vous voulez, à des mutations, des changements considérables de la conception de la famille conjugale que l'on appelle la famille nucléaire. L'idéal familial, c'est le cas où la famille classique se conçoit comme un groupe constitué de parents biologiques, mariés et leurs enfants, père et mère, donc les parents de sang, donc père et mère mariés et leurs enfants. C'est ça, la consécration de l'article 100 du Code de la famille qui dispose partiellement que le lien matrimonial crée la famille par l'union solennelle de l'homme et de la femme dans le mariage. Mais la vérité, en réalité, aussi bien juridique que sociologique, a pris le dessus et a révélé donc diverses structures familiales qui apparaissent, si vous voulez, comme des résidus de la famille choisie. Et donc parfois, une famille peut naturellement, en raison d'une perturbation quelconque, se désagréger, par exemple en cas de divorce. Et donc il pourrait ainsi naître de cette disjonction une famille monoparentale. La famille monoparentale, c'est la famille par laquelle donc l'un des parents vit avec les enfants issus de l'union. La famille recomposée, par laquelle chaque parent se remet en ménage et en crée une nouvelle famille. La vie sociale révèle aussi des familles atypiques. L'on compte parmi celles-ci les familles unilinéaires, par lesquelles une personne n'a qu'une seule ligne de parenté, maternelle le plus souvent, parce qu'on connaît la relation naturelle entre la mère et l'enfant, et particulièrement dans nos sociétés. Certains modèles atypiques rivalisent avec le modèle idéal taillé sur mesure par le législateur, et donc leur existence est fondée sur la volonté. En effet, l'on a toujours connu la famille adoptive, ça c'est connu. La famille conventionnelle lui a emboîté le pas parce qu'elle est acceptée dans certaines sociétés et âprement discutée dans d'autres. Et nul ne peut nier sa possible propagation, pour ne pas dire sa généralisation, compte tenu de l'évolution des mœurs, de l'évolution sociale, de l'interconnexion entre les sociétés. Ailleurs, le phénomène des conventions de mères porteuses gagne du terrain et enchante par détournement ou d'une manière indirecte certains ordres juridiques réfractaires à sa pratique. Je pense donc à un pays, la France, avec tout ce débat sur l'intégration de ce système. Donc ces conventions font naître des familles négociées, l'expression est consacrée, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de l'état des personnes et de la filiation. Donc autant de modèles familiaux qui rivalisent avec le modèle traditionnel africain ou négro-africain si vous voulez, et qui pourtant existent toujours et résistent particulièrement dans certaines zones rurales et peut-être même dans certaines zones de la ville. Donc c'est pour dire que la famille est certainement le terrain d'affrontement plus marquant entre les civilisations. C'est dans ce domaine que se manifeste la spécificité des traditions face au dynamisme de nouvelles législations cherchant à réaliser donc la modernisation des systèmes africains. C'était l'objectif donc de toutes les façons de la colonisation. Donc tout le débat en réalité porte sur la dénaturation de la conception traditionnelle de la famille en Afrique. Et cette conception négro-africaine de la famille a subi les assauts de la pénétration étrangère. Quand on parle de pénétration étrangère, tout le monde passe à l'influence occidentale. Et pourtant, il y a eu d'abord l'influence arabo-islamique. Et dans l'ordre chronologique des événements, donc c'est l'influence arabo-islamique avant l'influence occidentale. Et donc, concernant l'influence arabo-islamique, avec l'arrivée de l'islam, les coutumes négro-africaines ont été considérablement anéanties. Avec les discussions, on pourra approfondir. En matière familiale, donc, certaines pratiques
ou croyances ont été abandonnées, laissant la place aux règles islamiques. La grande famille négro-africaine est désagrégée au profit de la famille réduite, mais ça aussi, ça peut faire l'objet de discussions parce que les sociétés arabo-musulmanes aussi connaissent cette famille, cette grande famille élargie. Donc le système matrilinéaire cède le pas au système patrilinéaire. Le mariage est devenu chez les peuples islamisés le seul fondement de la famille et certainement de la filiation. Donc les relations charnelles en dehors du mariage sont désormais interdites sur le fondement de l'interdiction du zina. Et cette interdiction est interprétée en défaveur de l'enfant né hors mariage. Ses droits à l'égard de son père sont réduits. Il n'existe pas à l'égard de son père dans la religion islamique orthodoxe. Donc les droits de la femme sont par ailleurs fondamentalement réduits au profit de prérogatives attribuées à l'homme. Et ça, il faut le dire. Alors, parallèlement ou après l'influence arabo-musulmane, il y a eu l'influence occidentale. Et l'effet de cette colonisation a été déterminant dans le bouleversement de la structure familiale africaine. Donc l'influence française, parce que je parle du Sénégal, au-delà du bouleversement de l'ordre social, est caractérisée par le bouleversement de l'ordre même juridique en matière familiale. Le code de la famille étant introduit au Sénégal et était applicable à certains peuples colonisés avant les indépendances et avant l'adoption du Code sénégalais de la famille. Le statut personnel de ces derniers était donc régi selon les règles du Code civil et le statut de la famille était réglementé conformément au droit civil français. Nous n'en sommes pas encore à l'influence de ces règles françaises sur les règles du Code de la famille. Donc la mission civilisatrice, parce que c'est de ça dont il s'agissait, des Occidentaux, particulièrement des Français, n'épargnait pas alors les lois. Voilà, il fallait changer les règles applicables aux populations autochtones pour pouvoir changer les comportements, même si cela ne fut pas aisé, parce que les résistances sont là, ont été observées et s'observent toujours. Après les indépendances, la ruée vers le modernisme de nos législateurs, modernisme entre guillemets, donc cette idéologie qui fut inculquée que le modernisme c'est l'adoption des règles occidentales, donc au Sénégal l'adoption des règles françaises, et pourtant l'on se rend compte que sur plusieurs points le législateur français au fil de l'évolution de son droit de la famille a adopté des règles qui ont longtemps existé en Afrique. On peut penser au statut de la femme. Le statut de la femme dans les sociétés traditionnelles négro-africaines, c'est un statut honorifique. Et pourtant, c'était un statut discriminatoire lors de l'élaboration du Code civil français. L'égalité des filiations en France n'a été adoptée que progressivement et particulièrement en 1972, là où en Afrique, on ne connaissait pas justement cette distinction entre enfants. La possession comme moyen d'établissement de la filiation, mais le système de preuve en Afrique ne pouvait être que la possession, et particulièrement en matière d'état des personnes, de la possession d'état, puisque c'était une société particulièrement orale. La relation entre la filiation maternelle et l'accouchement, adoptée en France en 2005, ça donc c'est une règle d'origine négro-africaine, et qui a été adoptée justement par les codes africains et par le Code sénégalais de la famille depuis l'avènement de notre code. La protection de l'enfant n'est pas démontrée. Sur toutes ces questions, on va y revenir point par point. Donc le bouleversement de la famille africaine est observé sur plusieurs points: l'organisation de la famille, ses fonctions, c'est-à-dire les fonctions de la famille et le statut de ses membres. Donc concernant l'organisation de la famille, le bouleversement de l'organisation familiale atteint d'abord la structuration de la famille négro-africaine. S'il faut rappeler, parce que c'est déjà dit que la famille africaine est une famille élargie, donc il faut aussi préciser que les familles élémentaires existaient et existent, mais sont intégrées dans les clans, dans les lignages. La polygynie, la polygamie, donc une pratique courante. La monogamie, d'après mes lectures, n'était pas méconnue, mais je sais que quand même il y avait une certaine
préséance, prééminence de la polygamie. La pratique de la polyandrie, là aussi, elle n'était pas méconnue, et cette polyandrie pouvait s'expliquer par la matrilinéarité et fondamentalement par le matriarcat. Et donc, il faudrait expliquer tout cela avec les pratiques consistant dans les sociétés négro-africaines à tester la fertilité même de la femme avant son mariage. D'ailleurs, chez certains peuples africains, la dot était plus élevée si la femme avait déjà prouvé sa fécondité. Et chez les Konyagi, donc en Guinée, la fille devait avoir au moins 2 enfants avant de se marier. Et ça, ce sont des études sociologiques qui sont avérées. Donc, la caractérisation du système par les lignages assurait l'égalité. Donc, les lignages qui sont des groupes sociaux dont l'élaboration, le fonctionnement obéissent à des règles qui distinguent le côté paternel et le côté maternel. On distingue un groupe d'unifiliation, c'est-à-dire un ensemble de parents unis en ligne agnatique par un ancêtre commun. Et dans les sociétés matrilinéaires, les parents sont unis en ligne utérine. Donc, il y avait les lignes. Parfois, l'on pouvait rencontrer donc les structures bilinéaires, donc reconnaissant les 2 lignes. Mais il faut préciser que justement, dans les cas de groupe d'unifiliation, il existe toujours une reconnaissance plus ou moins marquée de l'autre ligne, parce que c'était une société caractérisée par l'égalité. Et là, c'est là où juridiquement le bouleversement se fait sentir. De nos jours, donc nous avons adopté la société patriarcale, la patrilinéarité en droit, qui emporte la domination de l'homme sur tous les plans. Il est chef de famille, il dispose de la puissance maritale et de l'exercice de la puissance paternelle. Donc, les lignages globalement donc, obéissent à d'autres principes que ça. Et ces autres principes, en réalité, s'accompagnent de pratiques de segmentation. Parce que, à un certain seuil, si vous voulez, démographique, les collectivités éclatent et créent des groupes similaires qui conservent les liens de parenté entre eux et donnent lieu à des unités plus vastes à vocation territoriale que l'on nomme clan ou groupe. Quand on voyage peut-être dans les régions, on voit donc des localités, des communautés rurales, cultures, avec des cases, des concessions. Mais à l'origine, c'est une famille avec un ancêtre commun. Peut-être tout cela est désagrégé de nos jours, mais à l'époque, ça constituait une seule famille avec un seul chef. Et parallèlement, les règles d'unifiliation s'accompagnent de règles concernant la résidence et l'alliance matrimoniale. Et c'est à ce niveau d'ensemble de règles que l'on parle non plus d'institution familiale, mais de système de parenté et d'alliance. Et donc, les règles les plus fréquentes sont la patrie-localité, on habite chez son père, la virilocalité, les épouses vont habiter chez leur mari. Bon, ce sont des pratiques que l'on connaît jusqu'à présent. Et donc, la virilocalité qui oblige les femmes à circuler. Justement, elles quittent leur lignage pour aller dans celui de leur mari. Et cette circulation, justement, des femmes implique une autre circulation en sens inverse, celle des biens matrimoniaux, la compensation matrimoniale. Et j'ai envie de penser tout de suite à la dot. La dot qui de nos jours est considérée comme le prix d'achat de la femme, alors que c'était une compensation dans nos sociétés traditionnelles. Justement, je ne veux pas faire je ne veux pas revenir sur cette étude qui a été parfaitement faite par certains de nos collègues et qui démontre justement cet état de fait, que c'était un système de compensation. Donc, constitue tout d'abord une compensation parce que la famille de la future épouse perd de par son mariage son activité. On perd un membre de la famille et dans les sociétés traditionnelles négro-africaines, l'être humain était important. C'était l'être humain qui faisait la force même de la famille. La femme quitte, elle va partir avec ses enfants si la dot était payée. Donc c'est une perte pour la famille maternelle. Donc le mari qui est entré en possession de la force physique de la femme, mais qui va aussi bénéficier de la famille de la femme, s'enrichir avec l'arrivée des enfants, s'enrichir, comme je le dis, ce n'est pas en termes de biens,
mais en termes de valeur humaine, si vous voulez. Et donc, c'est la deuxième fonction de la dot, ou bien l'autre fonction de la dot, d'après la pensée néo-africaine, était de procéder à la publication du mariage, une formalité. Partant de là, d'assurer la légitimité des enfants qui seront issus de cette union. Sinon, si le mari ne payait pas la dot, l'enfant appartenait à la famille de sa mère selon le système matrilinéaire et l'application du matriarcat. Donc, les fondements de la famille sont affectés, je l'ai dit tout à l'heure. Le mariage fonde la famille. Avant le mariage, avec le mariage, une nouvelle famille venait s'ajouter à la famille déjà existante. De nos jours, le législateur nous dit que le mariage crée la famille par l'union solennelle de l'homme et de la femme dans l'homme. Bon, c'est discutable, hein, mais c'est ça, en réalité, ce sont les dispositions du Code. Et donc, au-delà de toutes ces questions, ce qu'il faudrait dire, c'est que le bouleversement aussi de l'ordre familial africain atteint les fonctions de la famille. Les fonctions de la famille, la fonction éducative et sociale, la fonction économique, je l'ai dit tout à l'heure, et la fonction religieuse. L'éducation de l'enfant est collectivement assurée. Là, avec la charte de Kouroukan-Fouga, l'a expressément dit dans son article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. C'était donc l'éducation collective. Tous les adultes apprennent à inculquer à l'enfant le sens et le sentiment de l'honneur, la sociabilité, la probité, l'honnêteté, le courage, particulièrement le courage, la solidarité, qui sont des qualités morales, des valeurs propres. Et l'apprentissage en milieu enfantin sous forme de contes dans la cour ou bien sous l'arbre à palabres. Ben, les contes dans la cour, moi j'en ai bénéficié et pas sous l'arbre à palabres. Et ça, ce sont des moyens d'éducation qui malheureusement que l'on perd au fur et à mesure que l'on évolue vers d'autres exemples donc de société. De jeux d'initiation, l'initiation plus ou moins codifiée de l'adolescent, je pense au rite particulièrement, la mise au courant des secrets de la vie et des recettes pratiques donc constituent des temps forts de cette éducation. Donc l'occidentalisation ou bien l'influence occidentale a bouleversé plusieurs de ces qualités, particulièrement dans les villes. Et l'individualisme a gagné du terrain, même si certaines pratiques demeurent. Il en est ainsi, par exemple, de l'initiation. La fonction économique de la famille, la terre qui constitue la base de l'organisation économique, appartient collectivement au groupe parental et a un caractère donc inaliénable et intransmissible. Donc le système juridique traditionnel n'accorde pas aux individus une appropriation privée de la terre qui est un bien collectif. Et les membres de la famille ne disposent que d'un droit d'usage. Donc l'autorité qui dirige les structures foncières est la même que celle qui régit donc les familles. L'activité économique, vous l'avez dit tout à l'heure, était une activité communautaire. C'est le groupe qui est le sujet et le but de la production. Et l'économie est familiale, clanique, tribale. Son principe régulateur est non pas à chacun selon ses œuvres, mais à chacun selon ses besoins. Donc, tout membre du même groupe, s'il ne produit plus ou ne produit pas encore, reçoit sa part de nourriture. Donc, les liens du sang sont plus fortement vécus que les rapports économiques froids et personnels. Donc, si vous voyez un peu tout, moi je pense au système, par exemple, de sécurité sociale en France, où vraiment tout le monde travaille pour tout le monde, selon les besoins, selon les nécessités. Donc, les membres de la famille travaillaient pour les vieillards, pour les enfants, etc. Donc là, c'était une forme de sécurité sociale organisée que l'on rencontre dans les pays développés. Le travail était réparti selon les sexes. Les hommes qui se réservent les gros travaux, coupent des arbres, des broussailles, etc., construisent des cases. Donc les femmes vont semer, vont allumer les feux de brousse, certainement pour rendre la terre plus fertile. Donc c'est pour dire que la femme, tout comme l'homme, avait un rôle considérable
dans l'économie négro-africaine. Étant jeune, elle travaillait la terre, étant mariée, elle travaillait les terres de la famille de son époux, etc. Alors, vous voyez ce qui se passait dans nos sociétés avant, juridiquement, avant 1989, où, bien sûr, la femme, le mari pouvait s'opposer au travail de sa femme. Là, elle avait la liberté de travailler et de contribuer au développement économique de sa communauté. Donc, ce sont les justifications d'ordre économique qui, justement, étaient à la base de la procréation. Et vous comprenez parfaitement, sur ce fondement économique et sur d'autres fondements, bien sûr, sociaux, etc., donc l'intérêt ou bien la nécessité qu'il y avait à faire des enfants, qu'il s'agisse d'enfants nés dans le cadre du mariage ou d'enfants nés en dehors du mariage. Les bras étaient utiles. L'important, c'était qu'il y ait des enfants pour perpétuer la lignée. Et plus une famille avait d'enfants, plus une famille avait de descendants, plus cette famille-là était mieux considérée. Voilà. Donc les enfants particulièrement aussi avaient une vie économique. Peut-être on pourra revenir sur tout ça. L'autre fonction, c'est la fonction religieuse de la famille. Et donc, la famille était considérée comme la première institution religieuse. Donc, le sentiment de paix, de fraternité et d'union qui prévaut en son sein n'est pas basé uniquement sur la consanguinité, mais sur le fait que derrière ce facteur objectif, les membres de la famille se sentent liés à une force spirituelle. Et donc, dans cet esprit, le chef de famille est en même temps le prêtre qui préside au culte rendu à une force ou à un être suprême, en passant par la médiation du monde des ancêtres, garant de l'intégrité et de la stabilité. Donc, il ne faudrait pas se méprendre, malgré la domination des religions révélées de nos jours, l'islam et le christianisme, les religions traditionnelles demeurent, sont toujours pratiquées directement ou indirectement, ce qu'on appelle l'animisme. Le port de gris, ne pas passer sous certains arbres, par exemple le baobab, etc. Mais ça, c'est là. Nous croyons tous donc à ces faits, à ces réalités. Là où, par exemple, un Européen n'hésiterait pas à entrer dans la mer, je ne parle pas en dehors des pêcheurs, bien sûr, à n'importe quelle heure, le négro-africain ne le fera pas, vers les environs de 19 h ou bien tard dans la nuit. Voilà. Le bouleversement de l'ordre familial, au-delà de la structuration de la famille, s'est manifesté par la reconsidération des statuts des membres de la famille. Et donc, je vais particulièrement m'intéresser au statut de l'enfant et au statut de la femme. Le statut de l'enfant, c'est important parce que pour le négro-africain, l'enfant est d'abord un être humain et en tant que tel mérite respect. Donc, toutes ces conventions, ces nouvelles conventions sur les droits de l'enfant, ça existait, cette protection fondamentale de l'enfant dans les sociétés négro-africaines. Et donc, on n'ignore pas la grande considération portée à l'être humain en Afrique traditionnelle. Donc, ce sont les hommes qui composent le groupe, le clan, et peu importe le lien de sang. Voilà. Chaque catégorie, homme, femme, enfant, a sa place, joue son rôle dans le groupe clanique. L'être humain étant respecté en tant que créature divine. Certains droits inhérents à la nature humaine ont toujours été consacrés en Afrique noire. Le droit à l'identité, le droit à l'éducation, le droit à une appartenance familiale ont toujours été protégés sans discrimination. Je pense donc à notre chère charte, la charte de Kouroukan-Fougan. D'autres droits tels que le droit au mariage, le droit à la vie existaient, mais dans une moindre ampleur. Peut-être on va me poser la question tout à l'heure. La considération de l'enfant avait aussi des fondements spirituels et même divins peut-être. L'enfant n'était pas un être ordinaire. Il pouvait être perçu comme la réincarnation des ancêtres morts. Pensez à Birago Diop. C'est quelque chose qui a existé, c'est pour ça que c'est prononcé dans ce sens. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'enfant qui vagit. Qui n'a pas déjà pensé à un enfant dans la famille qui est la réincarnation d'un ancêtre qui est là. Voilà. Quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On donne du sel pour que la pluie s'arrête ou bien qu'il ne pleuve pas, que l'enfant enterre pour que tout cela s'arrête. Donc, c'est tout cela converge vers une certaine considération de l'enfant et de donner une valeur à l'enfant. Et ça, pour le négro-africain, ça ne date pas de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Concernant le statut des enfants relativement à la filiation,
les statuts ne différaient guère. Il n'y avait pas de distinction entre enfants nés dans le mariage et enfants nés hors mariage. Donc, le statut de l'enfant dépendait du système de filiation. Dans le système patrilinéaire, l'enfant appartenait à la lignée paternelle. Dans le système matrilinéaire, l'enfant naturel était intégré dans la famille de sa mère. Et ça, Ibn Battuta, c'est le grand voyageur, avait décrit justement cette pratique dans une société négro-africaine pour dire que les enfants se nommaient donc au regard justement de la famille maternelle. Et on a vu, regardez les grandes figures donc en Afrique, ou bien même peut-être dans les sociétés traditionnelles, pensez par exemple à Lat Dior Ngoné Latyr. Tous ces grands rois ont le nom de la mère accolé. Donc ça veut dire que la place de la mère avait été prépondérante, si vous voulez. La place de la mère était prépondérante au point qu'on identifiait l'enfant par le nom de la mère. Mais pourquoi? Parce que la relation biologique entre l'enfant et la mère étant évidente, on ne peut pas en dire autant de la relation biologique entre l'enfant et son père. Au-delà de ça, du statut de l'enfant, bon, j'avais prévu peut-être une petite parenthèse pour les non-juristes pour expliquer ce qu'est un enfant naturel, un enfant né hors mariage, mais peut-être avec les questions, on va y revenir. Je pense que nous sommes un peu rattrapés par le temps. Le statut de la femme. Je vais en venir au statut de la femme. Et donc, il est sans conteste que la femme dans les sociétés négro-africaines avait un statut honorifique, peut-être même un statut privilégié. Et donc, avec la complicité de l'homme, parce que les hommes acceptaient justement ce statut privilégié de la femme. Contrairement aux idées reçues comme quoi que le matriarcat peut-être c'était la prééminence, la suprématie de la femme, non, c'était une société donc dans laquelle régnait l'égalité. Et ce statut prépondérant de la femme était donc accepté par l'homme. Déjà le professeur Cheikh Anta Diop et donc le parrain de notre laboratoire, Guy Adjeti Kouassigan, donc se sont prononcés sur cette question en soutenant que le matriarcat n'est pas le triomphe absolu, cynique de la femme sur l'homme. C'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire, où chacun s'épanouit librement en se livrant à l'activité qui est la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté par lui. Rien à voir avec le système patriarcal que l'on connaît. C'est la prééminence de l'homme et l'infériorité de la femme. Infériorité, bon, un statut discriminatoire, si vous voulez, de la femme. La femme qui, dans le mariage, souffre d'un statut discriminatoire par rapport aux effets, parce que dans le mariage, bon, il y a les effets communs et il y a les obligations communes et il y a les prérogatives. Les obligations communes, obligations de fidélité, par exemple, communauté de vie, donc ces obligations jurent avec les prérogatives propres au mari. Les prérogatives qui sont propres au mari, je l'ai dit tout à l'heure, il est le chef de famille avec toutes les conséquences, détenteur de la puissance maritale et détenteur de la puissance paternelle. Et même dans les obligations propres, on se rend compte que ces obligations-là ne sont pas observées dans la même mesure par l'homme, par le mari et par la femme. Le mari polygame, par exemple, n'observera pas l'obligation de fidélité, n'observera pas la communauté de vie à l'égard de chaque époux. Voilà. Bon, le seul point peut-être discriminatoire à l'égard du mari, et ce n'est pas une discrimination, hein, ce sont les charges du ménage qui pèsent à titre principal sur le mari. Posez-moi la question de savoir pourquoi ce n'est pas une discrimination. Donc, je n'ai pas le temps de développer sur ce point. Et pour un peu dire que, peut-être un peu pour
un mot peut-être ou bien un paragraphe pour la fin. Donc, le législateur, si vous voulez, a pris la peine d'intégrer certaines règles coutumières par le biais des options en matière matrimoniale, en matière successorale, etc. Donc, certains efforts sont faits, mais en réalité, donc la prise en considération des coutumes, il y a une résistance, mais la résistance en réalité ne suffit pas. Parce qu'au Sénégal, c'est l'état de droit. Et on ne peut pas pratiquer parallèlement la coutume et la loi. Donc, c'est la loi qui fait foi, justement. Et la loi impose ces règles. Bien que parallèlement, cette résistance maintenant se manifeste dans les faits, mais devant le juge va se prononcer en faveur de la loi et particulièrement des règles du Code de la famille. La quête du modernisme en matière familiale fut une énorme erreur, à mon avis. Parce que, comme ça, abordé comme ça à l'aveuglette. Parce qu'il y a une confusion malheureuse entre le modernisme et l'impérialisme culturel. Donc, les résistances aux droits étrangers sont constatées de tous bords. Et à quel modernisme, justement, faisons-nous allusion? Sur plusieurs terrains, les coutumes africaines ont été les précurseurs en matière de filiation, en matière de mariage, en matière de protection de l'enfant, en matière de droits fondamentaux même de la personne. La charte de Kouroukan-Fougan est antérieure à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la déclaration universelle des droits de l'homme. Aux autres textes, n'en parlons pas. Et la matière familiale est le domaine dans lequel il faut prendre les règles étrangères avec des pincettes, même si en réalité, le droit comparé peut servir. À beaucoup d'égards, la vieille famille africaine, celle du lignage, celle de la maison ou celle de la maison se meurt, mais les valeurs qu'elle représente ne doivent pas se trouver perdues. Maintenant, il faudra trouver un système d'intégration de tout cela. Le train est déjà parti, comment le rattraper? Je vous rends l'antenne sur cette interrogation. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. En tout cas, merci professeur pour cette brillante élocution. Vraiment, nous voudrions avoir peut-être un peu plus de temps pour développer parce que, voilà quoi. Donc, maintenant, vous avez parlé des caractéristiques même de la famille africaine avec ses différentes institutions. Vous avez parlé aussi de leur transformation au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau du statut de ses membres avec la question des femmes et la question de l'enfant. Maintenant, à présent, nous allons essayer d'ouvrir les discussions et que vous, en fait, voilà, je vous rappelle que pour participer à la discussion, vous aurez juste à lever la main ou d'écrire votre intervention ou bien vos préoccupations par le canal du chat. Voilà, professeur, comme on dit, charité bien ordonnée. Vous avez dit ça par rapport aux charges du ménage. Vous avez bien savoir pourquoi n'y a-t-il pas de discrimination. Vous demandez que l'on vous pose cette question-là. Je vous pose volontiers cette question. Pourquoi n'y aurait-il pas une discrimination dans le cadre de cet article 375 du code de la famille? Oui, parce que de principe, on dit que les charges du ménage pèsent sur l'homme. Mais ça, cette disposition a sa logique, a ses fondements dans le code sénégalais de la famille. Le mari est le chef de famille. Et s'il est chef de famille, il doit supporter les charges du ménage. Mais ça ne veut pas dire qu'exceptionnellement, la femme peut venir en appoint et supporter elle-même les charges du ménage si le mari n'a pas les moyens d'exécuter justement ces charges-là. Alors pourquoi j'ai dit que je pense, et là c'est purement personnel, pourquoi je pense que ces charges du ménage ne constituent pas une discrimination à l'égard de l'homme, le principe que ces charges du ménage pèsent sur l'homme, parce que d'un autre côté, ou bien globalement, comment définit-on en réalité les charges du ménage? Tout dépend de la conception que l'on se fait de charges du ménage. Est-ce que l'on doit adopter que l'aspect économique des charges du ménage? C'est la femme qui reste au foyer. Si elle ne va pas au travail, c'est la femme qui, même si elle va au travail. Donc, elle a la charge, en réalité, de faire des travaux ménagers.
La cuisine, le ménage, ce qu'on appelle communément le ménage, c'est-à-dire nettoyer la maison, etc. Surveiller les enfants, les amener à l'école, etc. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on ne devrait pas, si vous voulez, apprécier justement ces tâches qui sont réservées à la femme, et ces tâches ne constituent donc peut-être pas une contrepartie justement à ces charges du ménage du point de vue purement économique. C'est ça mon interrogation en réalité. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On comprend nettement que en fait, c'est un prolongement d'un système qui a été en tout cas choisi par le législateur sénégalais, qui est le système patriarcal. Donc logiquement, celui qui dirige, celui qui est le chef, doit aussi diriger par rapport à ces questions économiques-là. Je voudrais poser la question par rapport au modernisme. Vous avez dit tantôt qu'il y a beaucoup de ces questions-là qui occupent actuellement, en tout cas dans cette contemporanéité, les individus, les personnes ont été prévus dans les structures originelles, c'est-à-dire dans les structures africaines. Maintenant, on constate dernièrement, c'est-à-dire des mouvements en tout cas progressistes qui très souvent en tout cas essayent de lutter pour la reconsidération de la condition féminine. Maintenant, ce qu'on constate par rapport à ces mouvements-là, ils sont tout le temps taxés d'occidentaliser. Curieusement, ce qui les taxe d'occidentaliser, quand on suit leur logique, pourrait être taxé désorientalisé. Maintenant, la question, quel est le référentiel? Par exemple, on peut bien lutter pour l'établissement ou bien la reconsidération de la condition féminine, mais quel est le référentiel qui est mis en avant? Est-ce qu'on n'est pas en train de suivre jusqu'à présent la modernité qui est occidentale, au lieu d'appeler à un retour peut-être, pas un retour, mais à une fouille peut-être de la tradition négro-africaine, qui pourrait peut-être donner sens à nos mouvements, sans pour autant en tout cas tirer ce qui se passe ailleurs pour fonder les luttes? Je ne sais pas si vraiment Oui, je vous comprends parfaitement. Sur quelle règle ou bien sur quelle société, à quelle société se référer justement pour prôner donc l'amélioration du statut de la femme. Voilà. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'aller vers la reconsidération du statut de la femme, tout simplement. Pourquoi? Parce que les sociétés traditionnelles, en réalité, ont déjà connu ça. Moi, je me dis que nous avons emprunté le chemin inverse de la pyramide. Là où on était, dans une société caractérisée par l'égalité, donc avec l'influence étrangère, on a connu l'inégalité. Et ces sociétés-là vont vers l'égalité, et particulièrement la société occidentale. Donc les sociétés négro-africaines ont déjà connu l'égalité, avec un statut privilégié. Bon, le mot privilégié, je n'aime pas trop, mais en tout cas, un statut, si vous voulez, de la femme honorifique, si vous voulez. D'accord. Avant, dans les sociétés occidentales, mais il n'y avait pas ça. Justement, parce que quand on a connu ce statut de la femme avec l'influence étrangère, d'abord avec l'influence arabo-islamique et après avec l'influence française, parce que là je préfère dire directement l'influence française parce que la colonisation au Sénégal est une colonisation française. Regardez les règles du Code civil français dès le départ. Ce sont des règles qui ont évolué, mais qui sont parties de l'inégalité. Et quand on parle de l'inégalité, c'est parce que dans la société dans laquelle on vit, ben c'est ce qu'on matérialise à terme juridique. Et eux, ils évoluent. Le monde globalement évolue vers l'égalité, vers la protection de chaque être humain, l'homme, la femme et l'enfant. Donc, à mon sens, le référentiel en réalité n'est pas... Puisque là, tout est mélangé maintenant. On ne va pas dire qu'on va revenir à nos sources et tout, mais au moins, l'on saura que quand on reviendra donc pour assurer cette égalité des statuts entre l'homme et la femme, et bien sûr, on n'a pas emprunté justement une législation étrangère. Nos sociétés traditionnelles négro-africaines étaient déjà dans ça. L'essentiel, c'est que maintenant dans la société, est que chacun, bien sûr,
puisse assumer la tâche qui lui est assujettie par rapport à son rôle dans l'éducation des enfants, à son rôle dans le fonctionnement de la famille, etc. Donc voilà. C'est qu'on prenne ses responsables. Voilà, alors il y a le professeur Ndeye Sophie Diagne qui demande la parole. Professeur, vous avez la parole, cher professeur. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par remercier le LASPAT et le LERCDA pour ces activités scientifiques très intéressantes et importantes pour le développement de la recherche. Je vais également vous féliciter, Monsieur Tchoub, pour la très belle modération. Féliciter également le professeur Ndeye Comba Madeleine pour cette très belle leçon de droit de la famille. Alors, moi, j'ai deux préoccupations. Et ce sont de véritables préoccupations. Et je voudrais peut-être m'en remettre à la sagesse de la spécialiste de la matière. Alors, la première préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais partir du Code de la famille. Je prends le prétexte de cette communication pour parler du Code de la famille. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, il est question, en tout cas, de réformer le Code de la famille. Il y a un besoin de réformer le Code de la famille qui est exprimé de part et d'autre. D'une part, par les associations de défense des droits de la femme et de l'enfant, de l'autre côté, par des associations religieuses. Et le problème qui se pose à moi, c'est qu'à l'issue de cette réforme-là, ou bien à l'occasion de cette réforme, vers quelle direction on devra aller? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on nous parle de code de compromis, mais c'est un code qui ne satisfait à personne. Alors, je voudrais savoir si réforme il devrait y avoir. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est parce qu'aujourd'hui, la société sénégalaise elle-même est partagée en deux camps, si on peut le dire ainsi. Il y a en fait chaque camp qui est porteur d'une revendication, d'aspirations qui sont extrêmement opposées aux aspirations de l'autre camp. Il y a le camp qui revendique le maintien d'une certaine traditionnalité, le retour aux valeurs, et de l'autre côté également, il y a un camp qui exprime de façon tout à fait franche et sincère le besoin d'une ouverture vers la modernité. Et que moi, quand je parle de la modernité, moi, je parle beaucoup plus de l'emprunt du modèle occidental, parce que dans l'entendement, c'est ça. Alors, mon problème, c'est que s'il faut aller vers des réformes, qu'est-ce qu'il va falloir privilégier? Parce que je ne peux pas comprendre également qu'on puisse revenir à cette réglementation de compromis, voir qu'est-ce qui va satisfaire à telle partie à moitié, et de l'autre côté, il va falloir que le législateur soit audacieux. Il va falloir que le législateur prenne cette responsabilité pour dire que ça, c'est une question familiale, c'est du droit de la famille, c'est une matière qui est en relation avec le statut de la personne. Il faut qu'on garde les valeurs. Mais là également, il y aura toujours des problèmes parce qu'il y aura toujours des poches de résistance, parce que qui est le législateur pour prétendre dire que voilà de la manière dont il va falloir légiférer pour accorder beaucoup plus d'importance aux usages, aux coutumes et aux traditions, ou bien alors il va falloir que le législateur soit courageux et qu'il décide que tout ce qui est règles traditionnelles, coutumières, on met de côté et il faut s'ouvrir vers la modernité, et ça, ce serait tout simplement copier ce qui s'est fait de l'autre côté. Alors moi, pour moi, on n'est pas encore sorti de l'auberge dans la mesure où le problème, il persiste. Parce qu'on ne va satisfaire personne. Alors, quelle est la véritable, la bonne, la pertinente trajectoire qu'il va falloir emprunter pour taire à jamais ce problème relatif au code de la famille, bien entendu dans sa corrélation avec la société sénégalaise? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, une des questions qui est aujourd'hui agitée par les associations de protection des droits de la femme et de l'enfant, c'est la question de la puissance paternelle. Moi, je ne comprends pas quel est le véritable problème avec la puissance paternelle, parce que souvent, la question est agitée par des femmes qui, lorsque, à la suite d'un divorce, prétendent ou bien voudraient, aspireraient à exercer un certain nombre de droits sur leur enfant. Alors moi, quand je regarde le code de la famille, à moins qu'il y ait des dispositions qui m'aient échappé, quand je regarde le code de la famille, je crois qu'il en ressort que, à la suite du divorce, la personne à qui la garde de l'enfant est confiée détient les prérogatives liées à la puissance personnelle. Ce qui voudrait dire que donc, si à l'issue du divorce, la garde est confiée à l'enfant,
à la mère, excusez-moi, il appartient à la mère d'exercer les prérogatives liées à la puissance paternelle. Alors, dans la pratique, quel est le problème qui se pose et qui fait de sorte que la femme rencontre des obstacles pour pouvoir exercer pleinement les prérogatives découlant de la puissance paternelle? Est-ce que c'est une méconnaissance délibérée des règles du Code de la famille par l'administration sénégalaise, ou bien alors, est-ce que toujours en permettant ou bien en accordant à la personne qui est titulaire de la garde de l'enfant la possibilité d'exercer les attributs liés à la puissance paternelle, il y a là, de la part du législateur, un piège qui fait que cette puissance paternelle-là, qui peut être exercée par le parent détenteur de la garde, soit l'exercice de cette puissance paternelle soit différent de l'exercice de la puissance paternelle lorsque c'est incarné par le mari dans le cadre du ménage. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée par rapport à ce dernier point-là. Je vous remets la parole pour voir ce que vous pouvez m'en dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur. Prof, vous avez... Je vous remercie. Vous voyez pour la circonstance. Donc, je vous remercie, cher collègue professeur Ndeye Sophie Diagne, pour toutes ces questions et qui ne font qu'enrichir le débat en réalité. Et donc, la première question, c'est quelle est la trajectoire qu'il faudra emprunter face au pluralisme, si j'emprunte cette expression à Madame le professeur Amsatou Sow Sidibé, qui est dans la société sénégalaise. S'il faut réformer, s'il faut aller vers la modernité. Moi, je pense qu'il faut partir de notre réalité juridique. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, c'est le droit qui règne. Et le droit, l'ordre juridique sénégalais en matière familiale est constitué d'un ensemble de règles. Des règles du Code sénégalais de la famille et des règles justement conventionnelles, c'est-à-dire de toutes les conventions qui sont intégrées dans l'ordre interne. Donc forcément, nous allons vers l'égalité. Et moi, pourquoi cette modernité en référence aux règles nouvelles ne me dérange pas? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que ce sont des règles qui existaient et qui sont propres au système africain, au système négro-africain. Bon, il est vrai qu'il y a les règles islamiques, l'islamisation, et là, il faudrait aussi reconnaître cette réalité que dans la société sénégalaise, c'est une société composée à très grande majorité de musulmans, et il y a des revendications de ce côté-là. Bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais moi, je sais que les règles islamiques, en réalité, quand on parle de règles islamiques, ce ne sont pas uniquement les règles du Coran, ce ne sont pas uniquement les règles d'un rite. Par exemple, le rite malékite. Il y a plusieurs rites. Il y a plusieurs rites, les rites ambalites, hanéfites, etc. Et qui proposent plusieurs règles concernant le statut de la femme, le statut de l'enfant, etc. Mais même dans les pays arabes, particulièrement au Maroc par exemple, ils évoluent vers ça. Donnons l'exemple de la polygamie, mais pour que l'homme soit polygame au Mali, mais il faut le consentement de l'épouse. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. En Turquie, c'est pareil, on n'est pas plus musulman que les Turcs. Donc ces pays arabes-là évoluent. En Tunisie, on me donne l'exemple de la Tunisie. On ne peut pas être plus royaliste que le roi quand même. Donc il faudrait, moi je pense, être un peu sensible à toutes ces diversités-là, justement des règles musulmanes. Et puisque nous sommes là pour respecter les règles, on nous propose, nous n'avons rien créé. Nous avons nos réalités, nous sommes dans un état de droit, nous avons nos coutumes négro-africaines qui admettaient cela. Mais face à cette panoplie justement de règles islamiques, allons chercher les règles justement qui vont dans le sens de la protection de l'enfant, dans la protection de la femme. Il faut être ouvert. Moi, c'est ça en réalité. Donc, aller vers la modernité ne me gêne pas. Parce que je sais que tout est là pour justifier
justement ces préoccupations vers l'égalité. Alors, merci beaucoup, professeur, pour ces éclaircissements. Alors, on va migrer vers les chats parce que il y a des questions. Il y a d'abord M. Abdoulaye Sissé qui vous remercie pour cette très belle leçon. Abdoulaye Sissé avec 3 questions. La première, je ne sais pas si je dois vous donner toutes les questions ou procéder par une part pour ça, donner par. Oui, mais il y avait une deuxième question de la professeure. Ah, par rapport à la puissance, par rapport à la puissance paternelle. Donc le droit de garde, moi à ma grande surprise, donc un praticien m'a dit que le droit de garde en réalité n'englobe pas, si vous voulez, toutes les prérogatives de la puissance paternelle. Ce n'est pas parce qu'on attribue la garde, par exemple, à la mère que c'est elle qui exerce, qui détient toutes les prérogatives liées à la puissance paternelle. Voilà. Merci encore pour ces éclaircissements. Voilà, pour revenir à M. Abdoulaye Sissé, il dit: quelle appréciation peut-on faire de l'évolution des règles relatives à la transmission du nom de famille, patronyme, matronyme, entre le droit traditionnel africain et le droit postcolonial? Quelle appréciation peut-on faire de cette évolution des règles? Tout simplement constater qu'il y a une influence d'une société sur une autre. Et donc, l'attribution du nom de la mère à l'enfant, c'était lié au système matrilinéaire. Maintenant, nous avons adopté les règles des sociétés patriarcales. L'enfant porte le nom de son père, l'enfant légitime. Si c'est un enfant naturel, le principe change. L'enfant naturel, c'est l'enfant qui est né hors mariage, porte le nom de sa mère. Reconnu par son père, il porte le nom de celui-ci. Ça, ce sont des manifestations de la patrilinéarité. Il dit il aimerait aussi avoir votre avis en tout cas sur l'instauration de l'autorité parentale en remplacement de la puissance paternelle. La question revient. Oui. Encore à Sénégal, mise en avant par certaines obligations. L'instauration de l'autorité parentale, donc sa nécessité a été démontrée à plus d'un point de vue. Il y avait des blocages sur tous les plans. Que la femme ne pouvait pas prendre en charge certaines questions donc relativement à son enfant. Pour voyager, elle a besoin justement d'une autorisation paternelle. C'est ça en réalité qui dérange. Mais la puissance paternelle en tant que telle, bon, c'est vrai que c'est inégalitaire, c'est discriminatoire à l'égard de la femme. Mais au-delà de cela, les questions d'ordre pratique, ça gêne. Donc aller vers l'autorité parentale, moi je pense que c'est la meilleure solution. Moi, tu penses que même le vocable même de puissance dans le code de la... Même le vocable de puissance, même le vocable de puissance. Et tout cela, c'est à l'issue d'une influence, si vous voulez, française et peut-être même arabe. Vous savez pourquoi ces règles arabes et françaises se rejoignent? Mais parce que les religions, en réalité, en termes de mœurs, en termes d'ordre public, tout cela, les règles sont les mêmes. Et particulièrement en matière de filiation, en matière de mariage, en matière d'interdit, ce sont les mêmes. C'est pour ça qu'on retrouve sensiblement les mêmes règles en islam que dans la religion chrétienne. Et justement, le Code civil français donc, a beaucoup intégré justement ces considérations liées à la religion chrétienne. Alors, pour une dernière question, il dit que est-ce que le PMA, la PMA en tant que moi, ne remet-elle pas fondamentalement en cause les règles relatives à la filiation? La procréation médicalement assistée, bon, ça dépend de quoi parle-t-on. Parce qu'il y a plusieurs manières. Moi, ce qui dérange particulièrement, ce sont les conventions de mères porteuses. C'est ça qui atteint justement les principes fondamentaux même de l'état des personnes. Mais se faire assister médicalement pour procréer, ça dépend de comment. Peut-être ce sont les dons d'organes qui pourraient déranger, les dons de gamètes, les dons d'ovules, ces trucs de dons dans ce domaine, ça pourrait déranger. Mais moi, je vous dis que je ne vais pas
justement étaler toutes mes positions sur ces questions, parce que moi, à mon avis, une procréation médicalement assistée, donc vraiment encadrée, qui permettrait à un couple d'avoir un enfant, ça ne dérange pas, mais seulement il ne faudrait pas justement franchir une certaine ligne et aller vers ces genres de conventions donc entre personnes et de faire de l'enfant justement un objet de droit. C'est tout ce qui me dérange dans ça. Merci beaucoup, madame. Il y a madame la professeure Fatkine Camara qui vous félicite. Elle dit que vous avez tout dit et très bien dit. Donc, il y a aussi un collègue, Mamadou Sissoko, qui travaille avec nous dans le cadre de ces séminaires. Il dit que bonsoir professeur Ndiaye, merci pour cet exposé savant. Il pose sa question. Dans votre intervention, vous êtes revenu sur les différents bouleversements subis par la famille africaine, notamment au plan de l'ordre et des fonctions de la famille. De votre point de vue, comment faut-il qualifier ce changement? Comment faut-il qualifier ce changement-là? Faut-il y voir une évolution ou un déclin de la famille africaine? Au cas où vous y voyez un déclin, quelle piste de renouveau suggérez-vous? Voilà. Évolution ou déclin, ça c'est une grande question. Pourquoi? Mais est-ce que à l'étape donc de l'évolution de notre société, est-ce qu'on peut revenir à cette grande famille élargie? Je ne pense pas. Et ça, il faudra vraiment être... Pourquoi il faut être cohérent? Eh bien, parce que c'est l'évolution économique en réalité qui nous l'impose. L'évolution économique. Là, de nos jours, nous sommes dans la propriété. On n'est plus dans l'usage ni quoi. Et la propriété, elle est individuelle. Et à partir du moment où la propriété, elle est individuelle, chacun va essayer de se protéger et de protéger sa propre famille, c'est-à-dire ses descendants. Donc, on n'est plus dans cette solidarité-là et cette solidarité désintéressée. Est-ce que vous voyez? Donc, revenir à cette forme de société, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le train est déjà parti. Donc, forcément, la société va évoluer. Par contre, ce qu'il faudrait maintenir, c'est la solidarité. Ce n'est pas parce que la grande famille, la famille élargie, donc est disloquée, que l'on doit donc perdre nos principes moraux de solidarité, d'honnêteté, de probité. Est-ce que vous voyez? Donc tous ces principes-là, qui sont propres peut-être à plusieurs sociétés, mais en tout cas qui existaient certainement dans la société africaine. Et la solidarité, malheureusement, c'est ça qu'on est en train de perdre, et ça se manifeste même donc au niveau de nos lois. De nos lois en matière d'obligation d'entretien, en matière d'obligation alimentaire, en matière successorale, parce que voilà. La question bioéthique, là où on a restreint un peu. Exactement. Exactement. C'est ça qu'on pourrait regretter, justement. C'est cette solidarité qui nous échappe et qui est matérialisée, et donc cette perte qui est matérialisée par nos lois. Donc, il faudra réformer justement pour revenir à ça et revoir les systèmes successoraux, le système de filiation, c'est bien possible, hein, mais par rapport à nos valeurs propres. Même si, voilà, les autres règles sont là, l'un n'exclut pas l'autre. C'est ça. Merci beaucoup encore une fois, professeur. Il y a une question de Gainou Boussari, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, non? Boussari, voilà. Il dit que l'exigence de la dot, il a une question par rapport à l'exigence de la dot, dit que dans son contenu observé dans la pratique, est-elle une marque de valorisation de la femme? L'exigence de la dot. Si cette exigence-là représente une valorisation, en tout cas, de la femme. Et si elle n'était pas exigée, posons la question en sens contraire. Si elle n'était pas exigée, n'est-il pas mieux justement pour l'homme peut-être de verser volontairement la dot pour une raison ou pour une autre? L'exigence de la dot, bon, la dot, ça peut être une condition de validité du mariage, hein, ça peut être, j'ai dit.
une condition de validité du mariage juridiquement. Mais dans la société, dans les faits, ben, la dot, elle est là. Maintenant, c'est le montant de la dot qui pose problème. Parce que je vous ai dit qu'il faudrait justement voir quelle est l'essence de la dot dans nos sociétés. C'est quoi la dot en réalité? Ce n'est pas le prix de la... Bon, comme maintenant, c'est à coût de 5 millions, 3 millions. Mes étudiants me disent, madame, 10 ou 30, 20. Peut-être même ça peut dépasser. Là, c'est exagéré. Est-ce que vous voyez? Mais là, il faudrait revenir justement à l'essence de la dot et voir c'est quoi réellement la dot. Et dans ce cas-là, ben, on ne se poserait pas la question qu'elle soit imposée ou pas. On l'aurait versée volontairement. Si on connaît même la valeur de la dot. Voilà, et cette même personne, elle revient pour dire que dans la lutte pour la revalorisation de la famille négro-africaine en général et de la femme en particulier, que faire pour ne pas créer une nouvelle discrimination, c'est-à-dire une inversion de la discrimination existante? Peut-on, la dernière question, peut-on éradiquer à 100% les discriminations à l'égard de la femme? Moi, peut-on éradiquer. Pourquoi inverser? Une société, c'est l'égalité, on va vers l'égalité, on prône l'égalité. On prône l'égalité, pas une discrimination en sens inverse. Éradiquer les discriminations complètement. Parce qu'au regard des discriminations qui existent, oui, c'est possible. D'autant plus que la question de la Je parle du droit de la famille, hein? Ouais. Je ne parle pas dans d'autres domaines où, voilà. D'autant plus que la question de la discrimination ne relève pas du juridique, parce que c'est plutôt une éducation, en tout cas, que l'on devrait donner aux différentes personnes qui, voilà quoi, doivent en tout cas intégrer cette exigence-là de traiter les personnes à égalité. Maintenant, je vois qu'il y a plus d'autres questions. Moi, j'en ai des questions à poser. Voilà, en fait, peut-il ainsi avouer, après cette tentative, que le mystère de la notion de famille, ces mots, en fait, ont clôturé vos réflexions sur la notion de famille, publiées dans les mélanges offerts au professeur Isaac Yanko Ndiaye. Oui. Après toutes ces réflexions, vous précisez que le doute persiste. Maintenant, ça dit parce que le législateur, pour qu'il règle les problèmes, il faut qu'il prenne les mystères. Comment il pourrait régler un problème d'une chose qui est mystérieuse, selon vous? Oui, moi, c'est ma question hein, à la fin de ce texte. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'appartient pas au droit ou bien au législateur de définir la famille. Et moi, je pense que son silence sur la question, justement, on dit que c'est pour deux raisons. Soit c'est l'évidence, tout le monde croit savoir ce qu'est la famille, ou d'un autre côté, le législateur s'est dit qu'il ne peut pas définir la famille. Et moi, je pense beaucoup plus pour ce second point, ce second aspect. Pourquoi? Parce que le droit, justement, n'est là que pour canaliser. Parce que vous avez vu les différentes facettes de la famille. Et le législateur, justement, doit s'entourer de sociologues, d'historiens, d'ethnologues, même si vous voulez, de tous ces experts-là, pour avoir la matière et maintenant recentrer le tout, c'est-à-dire voir en fonction de la politique actuelle, de la politique sociale actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait considérer comme la famille avec des effets juridiques. Parce que c'est ça donc la part du législateur. C'est-à-dire dire c'est quoi la famille et faire produire des effets juridiques à ce lien familial. Institué. Voilà. Et ces effets juridiques, voilà, on ne va pas dire que la famille est composée des aïeuls donc à la 30e génération et faire produire des effets juridiques à tout cela, des effets successoraux, des obligations d'entretien et tout. Donc, en fonction de sa politique, il appartient au législateur de cerner le tout. Moi, ce que j'ai reproché au législateur, c'est d'avoir limité, si vous voulez, cette solidarité presque au premier degré de la parenté. Ça, c'est sincèrement en marge de ce que nous vivons.
C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Nous sommes rattrapés par le temps. On voulait vraiment continuer là, cet échange-là qui est très enrichissant. Recevez en tout cas nos chaleureux remerciements pour l'honneur que vous nous avez fait d'animer ce séminaire-là. Merci infiniment. Merci. Nous réitérons également nos remerciements à l'endroit de l'ASPAT et du LECDA et au public virtuel, en tout cas qui a pris part à ce séminaire. Nous disons merci et à bientôt pour la prochaine session. Je vous remercie aussi.